Bonjour à tous, alors on va voir pour faire la conception d'un composant mécanique assez standard qu'on peut retrouver dans l'impression 3D, qui est un palier à douille. Alors nous, ce qu'on va faire ici, c'est on va revoir quelques outils pour faire une esquisse de manière standard. On va refaire cette esquisse-là. On va également dans la foulée créer une table de paramétrage. Enfin, on va paramétrer le composant avec des lettres, qu'on peut voir ici, G, K, W, tout ça. On va créer les tables de paramétrage. Et derrière ça, on va créer complètement donc le catalogue associé aux composants. On va enregistrer tout ça dans un catalogue et ça nous permettra, lors des différents projets qu'on va avoir, de se resservir en fait de cette conception et de pouvoir passer éventuellement d'un modèle à un autre. D'accord, juste en cliquant dans la table de paramétrage. Ok, c'est parti. Donc ça, moi, ce que je vais faire, c'est ce que je vous invite à faire également, si vous souhaitez réaliser cette conception, c'est de mettre ce document-là, cette image-là, donc que vous avez peut-être en, je sais pas, enfin vous pouvez la trouver sur internet en tapant SCS8UU, vous allez dans Images sur Google et vous allez retrouver exactement cette image. Soit vous l'imprimez, vous la mettez à côté de vous, ou soit si vous avez un dual screen, ben, la mettre sur une deuxième fenêtre pour réaliser la conception. Donc, moi mon écran n'est pas forcément grand, donc si je fais ça et que j'ouvre Katia à côté, ça va être compliqué. Donc, vous avez ça, vous ouvrez directement Katia. Donc là, c'est une version étudiante que j'ai. Donc il y a pas mal de petits messages d'erreur qui arrivent dessus. Hop là. Donc ce qu'on va faire directement, ici, c'est que pour réaliser ce composant-là, donc on va ouvrir l'atelier Part Design, que vous connaissez déjà. Et dans l'atelier Part Design, on va commencer par faire tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va en profiter pour voir des outils. La méthode de conception qu'on va utiliser va pas forcément être la plus efficace. Le but, c'est juste de passer en revue différents outils pour améliorer un petit peu ses connaissances dans Katia. Donc déjà, pour commencer, on va directement changer le nom du produit. Donc moi, j'ai cliqué dessus, j'ai fait un Alt Entrée. En soi, ça aurait été la même chose que si vous aviez fait un clic droit, propriété. On va dans Produit et on change le nom. Donc vous pourriez l'appeler palier à douille. Moi, comme je connais assez bien la référence, je vais laisser directement le nom du produit. On va mettre quelque chose de générique. XX, ça va dépendre de la référence, donc ça va être 06, 08, 10, 12, ce genre de choses. Donc pour la conception, nous on va passer sur la première ligne parce que ça va être plus simple de trouver les références. Ensuite on fera la saisie de toutes les autres lignes et colonnes dans un fichier Excel, mais vous comprendrez un peu plus ce dont je parle par la suite. Donc on va réaliser exactement cette conception. Ça veut dire que dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on va rentrer déjà la valeur des différents paramètres. On peut rentrer toute la ligne, on peut également rentrer que ce qui va éventuellement servir. C'est dur de savoir ce qui va réellement servir avant de faire la conception. Ça faudrait passer un peu plus de temps à analyser le détail. Là, en le faisant rapidement, ça va donner ça. Première chose qu'on a besoin en fait quand on fait un composant pour un catalogue, c'est d'un terme assez précis qui est donc une chaîne ici, qui va s'appeler part number. Si vous n'avez pas ce truc-là, si vous n'avez pas cet élément, vous êtes foutu. Vous ne pourrez pas enregistrer votre composant dans un catalogue. Donc on crée ce paramètre-là. On crée ce paramètre-là qui s'appelle part number. Ensuite, on va créer les différents paramètres de longueur. Alors, si on regarde ici, on peut les mettre à la volée. Pour simplifier la saisie par la suite, on pourra éventuellement mettre tout cela, même s'ils ne vont pas forcément tous nous servir. On peut se rendre compte, par exemple, comme j'ai déjà travaillé avec ce composant, et même rapidement en analysant, on peut voir qu'ici, le composant E, enfin la variable E, c'est en fait la variable W divisée par 2. Donc, comme on a pas mal de choses comme ça, en fait, il y a toute une partie de la saisie qui est relativement inutile. Mais c'est pas grave. Donc nous, on peut le faire directement. Ici, on peut constater qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tac, tac. 13. On va juste laisser ces 13 composants-là. Ils ne servent sûrement pas tous, mais ce qu'on peut faire, c'est déjà tous les créer. Donc ce qui est important quand on crée un paramètre, c'est de bien sélectionner le type. Dans Katia, des types de paramètres, il y en a une armée. On peut faire énormément de choses, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Nous, dans notre cas de figure, on va juste avoir le part number qui est donc une chaîne qu'on peut trouver en haut.
Pourtant, quand vous ouvrez Katia, vous allez l'avoir sous cette forme-là. Hop là. Donc on voit pas chaîne, il faut penser à remonter un petit peu. Et ensuite, nous, on va servir que de longueur. On peut voir ici qu'on peut également faire du dimensionnement, du prédimensionnement dans Katia, en incluant du coup des lois physiques, des lois de comportement, des choses comme ça. Nous, on va rester sur des longueurs. Et c'est parti, donc je vous invite à faire également la saisie de la première ligne. Un petit peu long, un petit peu chiant, mais on ne peut pas trop y couper. Alors à chaque fois que je finis de taper une ligne, j'appuie sur Entrée, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on entend le petit message d'erreur. Je vais éviter de faire des clics compulsifs ou des entrées compulsives pour pas que ça vous casse les oreilles. Ouais. Alors L25, F18. Et c'est parti. Donc là, on fait une partie du travail. Nous, par exemple, moi, je vais avoir besoin du SCS 10UU. SCS 10UU. Là, je saisis le premier, mais il faut bien comprendre que pour l'instant, nous, on va créer le premier composant. D'accord. Et ensuite, juste en modifiant un fichier Excel, on va créer tous les autres composants dans la foulée. Mais ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que du coup, la conception et le paramétrage de l'esquisse, on ne le fait qu'une fois. C'est ça qui est vraiment intéressant dans la méthode. Et du coup, vous faites une CAO, vous faites une saisie Excel, et vous créez N composants. Et ça, c'est vachement intéressant. B. Enfin. Tac. C'est bien aussi parce que comme ça va me donner une idée, moi, dans la foulée. Alors là, S1 et S2, en fait, c'est le diamètre des vis. Donc c'est pareil, on va pas rentrer M4, on va rentrer 4 mm ici. Je vais éviter de tousser dans le micro, ça va éviter de vous péter les oreilles. Ce qui peut être fortement agréable. Hop. 3,4 et L1. Ok. De 8. Okay. Là, on a tous les paramètres. Il y en a sûrement trop, mais c'est pas bien grave. Donc, on va faire un truc qui est assez standard, c'est on va passer par des opérations booléennes. Des fois, c'est utile, des fois, ça ne l'est pas. Bon, là, le but, c'est de voir l'outil. Je ne vais pas discuter de si c'est intéressant ou pas. Alors, on va tracer l'esquisse. Ce qui est important de remarquer ici, c'est les plans de symétrie. Nous, on ne va pas faire la face avant, on va être au milieu parce que le composant est symétrique, ça va être plus simple. Et ici, pour faciliter un petit peu l'utilisation de Katia, on va vraiment poser les différents paramètres exactement de la même manière que sur l'esquisse parce que ça va être plus simple à lire. Et du coup, l'origine du repère, si je devais le mettre à un endroit, je pourrais le mettre tout en haut. Dans l'idéal, il faut déjà le mettre dans le plan de symétrie qui est là. D'accord. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de le mettre éventuellement au centre ici. Donc là, c'est une question de choix. On peut voir, il y a différentes raisons, différentes manières de faire. Le but toujours, quand on débute en SEO, c'est de faire des choses qui marchent, pas forcément de faire les choses de la manière la plus optimisée possible. Donc c'est parti. Pour commencer, donc là, on va refaire la manip. Je viens de créer une esquisse, je viens de sélectionner un plan. C'est là-dedans qu'on va faire la CAO. Et très rapidement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui est aux bonnes dimensions. Je m'explique. Un carreau ici, ça doit faire 10 mm à tout casser. Donc si je regarde, si jamais je me balade, je vais mettre en plein écran. Si jamais, par exemple, je traçais, peu importe, une forme quelconque. Je ne vais pas partir du milieu, mais ici, on peut voir en haut que le premier point, on a ses coordonnées. Et moi, ce qui est intéressant de voir ici, en fait, c'est que ma CAO, on peut voir W par exemple, ou soit la hauteur F par exemple, WF, on peut voir qu'il y a certaines dimensions ici, W et F, donc 30 et 18. Donc par exemple, si je commence à faire un premier trait, étant donné que ça va se tordre par la suite, ça sert à rien que je fasse des trucs trop grands. Si par exemple, je voulais faire une forme qui commençait à ressembler à peu près à mon truc, si je commence à faire ça, en fait, ça va être totalement déconnant quand je vais par la suite commencer à mettre des dimensions. Si je mettais W sur 2, par exemple ici, soit 15, le truc il va commencer à se tordre. Donc d'entrée de jeu, ce qui peut être sympa, le bon réflexe à avoir, c'est de mettre les choses à peu près à l'échelle, pour que ça ressemble vraiment. Donc par exemple, un truc que moi j'aime bien faire, c'est je sais que je vais avoir un plan de symétrie, un axe de symétrie de mon esquisse, donc on va faire que la moitié, comme ça on va gagner du temps.
termes de méthodologie, repérer les plans de symétrie, ça commence à être la base. Directement, on peut poser les premiers paramètres. Donc, par exemple, ici, moi, le premier paramètre en hauteur, ça va être f. Ici, pour simplifier, si je mets tous les paramètres, on voit énormément de choses qui peuvent être super intéressants ici. On peut activer, désactiver des choses, bref. Nous, on va aller dans paramètres nommés puisque c'est la saisie qu'on a fait juste avant. Comme ça évite d'être surchargé là-dedans et de scroller jusqu'en bas, qui sert un petit peu à rien. On va rester dans paramètres nommés. Et ici, on va mettre du coup f. Pour mettre f, on double-clique dessus, on voit que ça apparaît là. Alors, ce qui est important ici, c'est que du coup, dans cette ligne-là, en fait, on est capable de mettre des lois mathématiques assez simples. x2 plus 2 mm, d'accord. Si je voulais rajouter des longueurs en dur, ce serait comme ça qu'on ferait. On peut faire à peu près toutes les opérations mathématiques élémentaires. Nous on fait ça. Déjà f, vous voyez, c'est pas, la taille est quand même assez petite. Et ça peut être sympa de le faire aussi. Alors ça c'était pour f. Ça peut être sympa de le faire également directement aussi pour donc la hauteur f, mais la largeur. Donc directement, ce qu'on peut faire, donc là je vais faire un rectangle centré. Ce qu'on peut faire, c'est directement mettre à peu près les dimensions. Là, je le passe en construction. Ça veut dire que ça n'aura pas d'influence lorsque je ferai une opération élémentaire. Et ce qui peut être sympa, du coup, directement, pour être sûr de bien borner, c'est de faire le rectangle qui va représenter en fait la surface dans laquelle je vais travailler. Donc c'est parti. Ça va m'éviter de faire des erreurs par la suite, ça c'est sympa. C'est une méthode assez sympa pour être sûr d'être rigoureux. Tac, tac, tac. Ici, ça va être W. Ça, alors, par contre, ce qui peut être... donc, c'est là-dedans que je vais travailler. Ce qu'on peut remarquer directement, c'est ce qui va être plus simple, c'est que du coup, si je fais les choses de cette manière-là, j'impose où vont être mes traits. Moi, ce que je veux faire absolument ici, en fait, c'est d'avoir le centre qu'on peut voir là, directement ici. Donc là, ce que je viens de faire un triangle centré et de sélectionner le milieu, c'était pas forcément la meilleure méthode. D'accord, donc on recommence. Alors ici, c'est F. C'est W. Ok, là on n'est pas trop mal. Et ici, comme ça va être le centre de mon cercle, qui est là, on va pas faire le cercle dans la foulée, on le fera avec une opération booléenne plus tard. Ce qui est sympa, c'est que du coup, ça va nous simplifier le positionnement des plans. Et la distance, c'est notre méthode ici, on va contraindre l'esquisse. On peut cliquer ici sur contraindre, c'est-à-dire coïncidence, d'accord. On aurait également pu faire une autre manière, pour mettre une coïncidence. Si on prend l'outil ici pour poser des distances, hein, c'est l'outil que j'ai utilisé tout à l'heure pour imposer des distances. Et si je fais ça, en fait, et si au lieu de faire un clic gauche sur ma souris, je fais un clic droit, je vois apparaître d'autres options, et la coïncidence aussi. Ça, c'est un truc qui est pas mal parce que ça permet avec le même outil en fait, de poser toutes les tangences, coïncidences qu'on veut, en plus de pouvoir poser les distances. Alors, maintenant l'autre chose, comme ça c'est le centre de mon cercle, et on peut constater que le centre de mon cercle ici, il y a la distance h à plus ou moins 0,02 mm, ce truc là. Donc on va poser h. C'est marrant. Alors là c'est intéressant. Ce qu'on peut voir ici en fait, c'est quand c'est vert, c'est que c'est bon, quand c'est blanc, c'est qu'il y a encore trop de degrés de liberté, et quand c'est mauve comme ça veut dire qu'il y a des surcontraintes entre les différents éléments qu'on a présents sur l'esquisse. Donc là on peut voir que la surcontrainte en fait, elle repose sur cette distance-là que je viens de mettre, la distance que j'ai mise juste avant, et les contraintes d'horizontalité qui se sont mises toutes seules en fait. Donc, tiens. Alors moi là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je décide d'en supprimer une, parce que c'est plus simple, tout simplement. C'est plus simple pour moi. Donc voilà, je décide d'en poser une. Ah, j'ai même posé ma contrainte. Alors c'est là que c'est un peu naze, c'est que du coup, moi, je vais faire un tuto qui est plutôt pas mal pour vous, et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément méga rigoureux. Bon, c'est pas trop grave. On recommence, j'ai saisi un mauvais élément, éditer, paramètres nommés. Ici donc c'est la distance h. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là on a l'environnement de travail. Et maintenant ce qu'on peut faire,
plutôt que de faire... On peut essayer de faire tout à la volée rapidement en étant assez rigoureux et en prenant notre temps. Donc ici, je vais essayer de tracer tous les traits d'un coup. Donc de suivre le contour, de faire des choses à peu près bien. Là pour l'instant, on peut constater que j'ai affaire à des traits de construction. Donc si jamais je prends des outils, quelconque une droite, les traits vont être comme ça en trait de construction, à cause de cette petite icône là que vous êtes censé avoir de base dans CATIA. Si je le décoche, mon élément il va redevenir standard. Donc là directement, pour ne pas tracer des traits de construction et les repasser en élément standard, je vais directement décocher ça pour être comme maintenant là en élément standard directement. C'est parti, on va prendre cet outil là, qui est l'outil de contour libre, et on va essayer dans la foulée de tout tracer d'un coup. Donc nous on va partir du plan de symétrie, et on va essayer de tout faire assez clean. On le fait de manière grossière, on posera les véritables dimensions par la suite. Constatez qu'on a un premier trait qui fait ça. Après on a ça, ça, ça. Alors pour info, normalement je pense que si vous en arrivez là, c'est que vous avez déjà maîtrisé un peu CATIA. Sur l'esquisse, donc pour être capable de translater, vous restez appuyé sur la molette, et vous pouvez translater. Si jamais vous voulez zoomer, dézoomer, vous restez appuyé sur la molette, vous faites un clic droit, vous lâchez le clic droit, vous avancez, vous reculez, vous zoomez, dézoomez. Et ensuite, pour tourner l'esquisse, ou le volume de manière générale, vous faites un clic droit, vous restez appuyé et vous tournez de cette manière-là. Ça, normalement, c'est un truc que vous devriez déjà savoir faire. Mais bon, vraiment, on ne sait jamais. Alors là, je viens de mettre un petit peu le bordel sur mon esquisse. Si je veux me remettre suivant la vue normale, je clique là-dessus, vue normale, CTRL-Q, tac, pile. Et ça remet les choses à peu près bien. On reprend là où on en était, on arrête de jouer au con. Alors là, on peut voir des choses intéressantes aussi, c'est que selon où je mets la souris, là par exemple, ou là, on peut voir qu'il y a des traits bleus qui apparaissent. Ces traits bleus, en fait, c'est des contraintes automatiques, le Smart Pick de CATIA. Et par exemple, si je fais ça, d'entrée de jeu, là, les lignes vont être parallèles. Ça me crée des contraintes automatiques qui peuvent créer des soucis. Mais ce que je fais si je ne veux pas avoir de contraintes automatiques, c'est que je zoome suffisamment pour être sûr pour avoir moins de chances en fait, de créer ce genre de choses. On peut éventuellement les désactiver là-haut. Là, par exemple, contrainte géométrique. Moi, je le laisse parce que c'est un outil, quand on sait s'en servir, qui est extrêmement puissant. Là, par exemple, ce qui est en bleu maintenant, c'est une contrainte automatique de verticalité. Ça m'intéresse. Si jamais je cliquais ici, on constate que je l'aurai quand même. Ah, est-ce que je me suis planté de truc? Ouais, je me suis planté de truc, c'est pas ça, Smart Pick. C'est peut-être ça. Non. C'est désactivé autre part, autant pour moi. On va laisser comme ça. Là, je les aurai quand même. Faudrait rentrer un peu plus dans d'autres détails de CATIA. Pas très intéressant. Enfin, si, c'est très intéressant, mais là, c'est pas ce qui m'intéresse moi. Ok, donc on fait ça. Là, une fois qu'on a fini ici, ce que je fais, c'est que j'appuie 2 fois sur échappe et on n'est pas trop mal. Donc là, au moins, on a la forme. Maintenant, ce qu'on veut, plus que la forme, c'est une géométrie qui est relativement rigoureuse. Donc, on va réutiliser cet outil-là et on va commencer à poser les différents éléments de géométrie. Alors, on va se rendre compte aussi là-dessus, je le sens gros comme une maison, que la datasheet qu'on a là ne permet pas de contraindre la totalité de l'esquisse. Donc, à un moment, on fera des choix. Donc là, par exemple, je vais poser G. Tac, tac, tac. Paramètres nommés. G, 15 mm. Ok, super. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va zoomer un petit peu. Comme on a déjà fait la saisie des lettres, on va se centrer un peu plus là-dessus. C'est un peu flou, mes excuses. D'accord. Et là, il ne va pas me servir. K, ça va être pour les perçages plutôt. T est intéressant à ce niveau-là. Ouais, c'est bien ce truc-là. Super. Ici, qu'est-ce que je peux voir d'autre? On le connaît déjà. H, il n'est pas intéressant. F, on l'a déjà saisi précédemment. B non plus. Donc là, par exemple, pour ce truc-là, pour cette partie de l'esquisse, moi j'ai l'impression, je regarde ici, non, j'ai rien de plus. J'ai l'impression que j'ai fait le tour, que j'ai fait la totalité de mes saisies. Et on peut voir ici qu'on a encore des traits qui sont blancs. Donc les traits qui sont blancs, ça veut dire qu'on peut les décaler. On peut les décaler, ils ne sont pas contraints. Donc là, directement, la datasheet, en fait, elle ne permet pas de réaliser la totalité d'une CAO isocontrainte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des paramètres moi-même pour bloquer tout ça. Donc rapidement, le premier élément que je vais faire, ça va être les angles. Comme ça, je vais en profiter pour vous montrer un autre outil qui est intéressant. Tac. On recommence.
Je dirais que c'est déjà contraint. L'angle est déjà contraint. Voilà, à cause de cette contrainte-là, on peut voir. Donc voilà, ça c'est un truc qui s'est fait tout seul tout à l'heure. Je m'en suis même pas rendu compte. Alors là, je vais tout mettre à 45 degrés. C'est pour ça qu'on peut voir selon où est-ce que je mets ma souris. Il ne me propose pas le même angle. Et moi, comme je veux faire la saisie de tous ces angles-là à 45 degrés directement. Hop là, on recommence. C'était bruit comme ça. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai mis tous les angles. Je m'attends à ce que tous ces angles-là soient à 45 degrés. On va utiliser l'outil d'édition de contraintes multiples. Si on clique dessus, toutes les dernières saisies sont là. Mais directement ici, je viens taper 45 degrés. Je fais OK. Et là, tous les angles qui sont là, qui sont maintenant à 45 degrés. OK, ça c'était la première chose. Maintenant, on va bloquer d'autres choses. Par exemple, j'ai envie de dire que ça et ça, c'est coïncident. D'accord. On peut le faire de cette manière-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici pour commencer à bloquer des choses? Ici, ça et ça, c'est coïncident. Maintenant, j'ai envie de dire que ça n'a pas l'air très haut. Je fais le choix de dire que ça, c'est 0,5 mm. Est-ce que c'est cohérent avec l'esquisse? Je ne saurais pas trop vous dire. Ici, alors ce truc-là, maintenant, on va faire ça dans l'ordre. Ce truc-là, je ne saurais pas trop vous dire où il est, mais je peux avoir tendance à dire que c'est du coup E sur 2. Voilà, c'est un truc arbitraire, c'est moi qui décide de poser ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Si jamais vous n'avez pas le composant, vous n'êtes pas capable de le mesurer. Vous êtes foutu. C'est une hypothèse que je fais, d'accord, et qui sort du coup du cadre de la datasheet. Ici maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Ici, je vais avoir K. On peut voir, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer cette ligne-là. On peut voir qu'ici, je vais avoir K. Et on peut constater que du coup, si on commençait à tracer des petits vecteurs ici, pour que le trou qui soit là, qui est égal à S1, en fait, passe pas au travers de la matière, cette distance-là, que je vais appeler, moi, arbitrairement ici devant vous, A, ça va être égal à K moins S1 sur 2, plus une certaine marge, sinon ça va être sur le bord. Donc on va faire ça. Tac. Éditer formule. Ça, donc on reprend ce que je disais tout à l'heure. K moins S1 sur 2. Ici je vais rajouter une marge. Plus. On verra tout à l'heure si c'est déconnant. Là en effet c'est déconnant. 4 moins S1 sur 2. Non, pourtant c'est bien ça. Ça devrait être ça. Ouais, c'est pas bien ce que je fais. C'est pas grave. De manière plus agressive encore, on peut mettre une valeur en dur. Ici de 1 mm. C'est plus très mathématique, mais ça permettra quand même à la CAO de tourner. Et pareil, ici pour fixer ça, alors là on n'a pas spécialement d'informations, on a l'impression que ça, c'est pareil, hein, vu du bord en soi ce serait K plus une marge. Ici on peut faire quelque chose d'assez arbitraire aussi, tiens c'est intéressant en méthode de conception. Ici je vais créer un point milieu, d'accord? Donc je vais me servir de cet outil-là, je sélectionne la ligne, je vais créer des points qui vont être répartis de manière équidistante dessus. J'en crée un seul, qui sera donc au milieu. Je passe ce point-là, je vais le laisser parce que ce sera intéressant pour la suite. Non, je vais pas le laisser, je vous montrerai après. Ce truc-là est au milieu, et je vais dire que ce truc-là, il est à la moitié de E. Donc pareil, à E sur 2. Tac. C'est pas ce que je veux faire. Hop. Éditer formule, paramètre renommé E sur 2. On verra par la suite, lors de la CAO, en fait, si jamais ça permet de bien réaliser ou pas, et on viendra rééditer l'esquisse. Donc là, on a à peu près tout. C'est un peu le Bronx, hein, je ne vous le cache pas, il y a pas mal d'informations partout. Nous, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on veut symétriser ce truc-là avant de créer le volume. Donc pour symétriser ce truc-là, on décoche ça. Pour symétriser, on va sélectionner toutes les lignes. Donc là,
On va servir du filtre de sélection. Vous l'avez peut-être pas. Si vous n'avez pas le filtre de sélection, vous allez là-dedans, affichage, barre d'outils, filtre de sélection, et ça va vous afficher cette icône-là. Ça va me permettre de ne sélectionner que les lignes. En appuyant sur CTRL et en cliquant sur les lignes, une autre ligne orangée, ici on la désélectionne. Une fois qu'on a ça, on symétrise. Donc on sélectionne l'outil symétrie, c'est ça, et on symétrise tout. Maintenant qu'on a tout fait, il faut vérifier que l'esquisse est bonne, c'est-à-dire que ce soit bien un contour fermé pour pouvoir faire la CAO. Pour faire ça, alors je vais ouvrir en grand pour qu'on voit plus de choses. On va là-dedans, on clique sur le petit coin en bas à droite qui va permettre de nous afficher un autre menu déroulant. On va utiliser cet outil-là, l'outil d'analyse d'esquisse. Il s'ouvre, on voit que notre contour est bien fermé. Je sais que comme ça, comme on a un contour fermé, on va pouvoir l'extruder. Donc je quitte l'esquisse, je vais dans l'outil d'extrusion. Moi, toujours pour des soucis de symétrie, on ne va pas extruder suivant la totalité de la longueur, on va faire une extension symétrique. Et ici, en termes de longueur, du coup, on va donner, je reviens là-dessus, on va redonner la longueur L, du coup L sur 2. Comme l'extension est symétrique, on se retrouve avec la bonne longueur. On fait OK, et là voilà, vous venez de réussir la première opération, c'est de créer votre premier volume, qui est le contour d'un SCS 6UU. Voilà, OK, pas mal. Maintenant, on va faire la deuxième partie qui va être la cavité qu'on a au milieu. Pareil, je vais remettre ça comme ça. La cavité, on n'a pas forcément tous les paramètres non plus. Moi j'ai le composant à la maison, je pourrais mesurer. On va faire quelque chose d'assez empirique. L'important c'est qu'on va avoir au moins le trou pour le guidage. Et le reste, on va dire, ça va être de la fioriture. On va pas trop s'y intéresser. On va donner quelque chose de représentatif, un volume booléen qui va nous permettre juste de faire ce qu'on a à faire dans la CAO. Donc on va commencer par la cavité du centre. Pour ça, donc, on va passer par une opération booléenne. Donc on insère un nouveau corps qu'on va appeler propriété d'élément, voilà. Qu'on va appeler cavité. Je ne mets pas d'accent, jamais par vis. La cavité, comme on a déjà bien positionné notre plan ici, on va créer, là c'est intéressant aussi, on va créer notre esquisse dans ce plan-là. Alors ici, admettons par exemple, ce ne soit pas exactement le plan d'esquisse que j'ai envie de faire, on aurait pu créer une esquisse positionnée. Donc esquisse positionnée, c'est au lieu d'utiliser celui-là, on utilise celui-là. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup positionner nos axes. Donc moi par exemple, je veux que l'horizontal soit là, le vertical soit là. J'intervertis. Maintenant, je veux que l'horizontal soit là, mais le vertical soit dans le positif. J'inverse V. Et là, déjà, je trouve ça... Enfin, moi, je préfère. Ça ne change rien vis-à-vis de tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer un autre outil. Donc maintenant, pareil que tout à l'heure, comme on va créer la cavité, ici, on n'a besoin que du diamètre. Le diamètre, on sait que c'est la valeur donc de 6 mm du SCS8UU. On va regarder là-dedans à quoi ça correspond. On dirait que c'est T. Est-ce que je le vois quelque part? Ça peut pas être T. Ça peut pas être T, donc je vais être obligé de recréer un paramètre T pour le diamètre, qui n'est pas présent là. C'est pas grave, on va le voir. Donc ici, la forme de la cavité, on sait que c'est symétrique. On fait directement ça, tac, tac, tac. On va symétriser ça pour gagner du temps. On recrée le paramètre D que j'ai pas vu tout à l'heure. Ah si, c'est ça. Paramètre nommé. C'est marrant. Qui s'est pas foutu ça, non, c'est pas grave. Paramètre type longueur, on va appeler ça D. Ici, on va appeler ça 6 mm. Okay. Et maintenant, rapidement, juste pour avoir des formes. Ici, je veux que ça sorte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un volume qu'on va ensuite retirer au premier volume. Au cas où je ne l'ai pas expliqué. Ici, ça va donc être notre paramètre, éditer formule, paramètre nommé. D sur 2. Pas trop mal. Et ici, pour de la marge, si on regarde la photo, pareil, de manière très empirique, on va faire quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on a. Je vais dire de manière aléatoire que ça, c'est à peu près la moitié de la largeur.
qui n'est pas forcément très vrai en soi. Mais c'est pareil, n'ayant pas le composant dans les mains et n'ayant pas envie de digitaliser la photo que j'ai pour retrouver les esquisses, on pourrait le faire ça. Tiens, je referai un autre sujet là-dessus, c'est intéressant. D'accord. C'est pas... Hop, voilà. C'est cool. Et puis ici, on avait dit que ce serait... Je vais pas sectionner l'outil. Que ce serait la largeur divisée par 2. La largeur, si on revient dessus, c'était W, bah en fait c'est E directement, tiens, comme ça on s'en sert. Ok, divisé par 2, ce sera mieux. Maintenant qu'on a fait ça, comme tout à l'heure, on pourra faire un filtre de sélection. Là, je décide de faire ça, symétriser, de sortir, et maintenant on crée directement le volume. On va créer le volume par évolution, donc là on crée un volume par extrusion, nous on va créer un volume par évolution, cet outil-là. On le fait, l'axe, on va sélectionner directement l'axe vertical qui nous a servi dans notre esquisse. Et voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on sélectionne la cavité, enfin on va créer l'opération booléenne. L'opération booléenne de base se fait sur le corps principal, qu'on veut faire. On va dans insertion, opération booléenne, retirer, et hop là, on vient de retirer le volume qu'on vient de créer de notre corps. Donc là c'est pas trop mal, on vient de créer la cavité. Dans l'arborescence, on a quelque chose de plutôt clean du coup, c'est on a l'extrusion, et on a juste une opération booléenne qui nous a permis de créer la cavité. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, voilà, on va faire ça comme ça. Créer la cavité c'est bien, maintenant on va créer les trous. Alors les trous, typiquement c'est un choix, vaut mieux ne pas les créer par opération booléenne. Donc il y a un outil trou qui est très bien pour ça, donc on se sert de l'outil trou, voilà, truc de base. Donc on va commencer par le trou du bas. D'accord. Donc c'est un trou qui se fait sur cette opération là. Je vais d'abord vous montrer quelque chose de... On va faire les trous un à un, et ensuite je vais vous montrer un outil pour créer, pour instancier ce nombre de trous qui est assez cool, qui est l'outil de répétition personnalisée. Donc pour créer le trou, on va déjà positionner le point. Donc on va créer, pareil, cette esquisse là, bon, l'orientation va me suffire. Je crée les 4 points. Donc là j'ai 5 points qui ont été créés, c'est là-dessus que j'ai positionné mes trous. Là ils sont en trait de construction, ça ne m'arrange pas. Donc ces 4 trucs là qui sont en trait de construction, je les passe en éléments standards, comme ça on les voit, plutôt fun. On enlève le petit filtre de sélection. Et ici, on vient rajouter les cotations que l'on connaît pour positionnement des trous. Petite parenthèse que j'ai pas dû dire non plus avant, c'est que là, si je clique une fois sur le composant, sur l'outil contrainte, je crée une contrainte, et ensuite l'outil se désactive. Si jamais je double-clique dessus, ça me permet de m'en servir en série, de m'en servir plusieurs fois. Peut-être que vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais je ne pense pas l'avoir dit. Ok, puis là on met les paramètres qu'on a créés précédemment. Ce paramètre-là, c'est le paramètre C. Ouais, super. Ce paramètre-là, c'est la valeur B. Non, c'est pas la valeur B, c'est la valeur en gros W-2K, il me semble. K. Ça paraît un peu léger, ça paraît mal centré. En vue de dessus, je devrais être à peu près au milieu. Donc là, en soi, ça c'est un élément de la datasheet, donc on va le garder, on va le laisser comme ça. Ce qui est pas bon par contre, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, c'est que la valeur de ce truc-là, je l'ai mis un peu aléatoirement. Là, on va constater que ça va commencer à créer des problèmes. Mais bon, on a le positionnement de nos 4 trous, c'est ce qu'on voulait. On sort de l'atelier, on clique sur l'outil trou, ensuite on sélectionne les éléments dans l'ordre, point, plan, et là on peut créer des trous. Alors, pour le diamètre du trou, comme on fait le trou du bas, on constate que ça va être S2, diamètre, éditer formule, paramètre nommé, S2. Ensuite, pour ce qui est de la profondeur, nous on fait un trou débouchant, donc on va jusqu'au suivant, on pourrait même aller jusqu'au dernier en soi. Jusqu'au dernier, et on n'est pas trop mal. Alors, petite remarque.
Ici, je remesure mon trou, juste pour voir, et je constate que non, c'est bon, tout est bon. Pas de choses étranges. Le trou me paraît un peu gros, mais c'est pas... il fait ce que je lui ai demandé. En soi. 3004, ok, donc là on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut constater? Sur l'outil trou, on va l'éditer. Il y a pas mal d'options, donc sur le trou, sur le diamètre, mais aussi sur le type de trou. Donc nous, on peut constater sur la CAO ici qu'on a un trou qui va en fait être conique, pas conique, pardon, qui va en fait être chanfreiné. D'accord, donc on va mettre le chanfrein ici de manière très arbitraire. Je décide de mettre 1 mm. Même 1 mm, ça fait beaucoup. Je vais mettre 0,5 mm. Comme je vous le dis, hein, là, ce que je fais, c'est vraiment, c'est un petit peu à l'arrache. C'est pour au moins avoir une CAO. Donc là, c'est la première chose. Maintenant, avant d'instancier, de faire tous les trous, que ce soit ces 4 là ou les 4 autres qui sont dessus, on va corriger le problème sur la géométrie qu'on a là. Donc pour corriger ça, on va directement ici revenir sur l'esquisse de base et on va venir rééditer le paramètre que j'avais mis qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir quelque chose d'assez propre. Donc ce qu'on fait, on va supprimer celui-là. On peut se rendre compte que du coup, ça c'est plus contraint. Et ici directement, on va rééditer ce paramètre-là. Donc ce paramètre-là, du coup, pour mettre quelque chose de plus correct. Pareil, on va remettre une formule, ça va être plus sympa. Ici, donc, je vais dire que j'ai à peu près, si on reprend, on va dire qu'on a au moins 2 cas. Ça devient assez empirique ce que je dis là. Alors ce que ça donne, c'est plus loin, je suis pas sûr, ouais ça fait beaucoup, vous voyez. Ça fait beaucoup. C'est l'inconvénient de ne pas préparer ces trucs. Oui, là ça devient déconnant pour une autre raison. C'est un peu n'importe quoi. Peut-être que je trouverai une autre méthode par la suite pour faire les choses un peu plus proprement. Pour l'instant, je vais balancer 2K moins 2 mm. C'est pour montrer la méthode, c'est pas super grave. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce truc-là, on va utiliser l'outil de répétition personnalisée, c'est-à-dire répétition personnalisée. Les positions, c'est les positions des trous que j'ai créés dans l'esquisse 5. De base, il veut répéter le corps courant, mais c'est pas le corps courant qu'on veut, c'est le trou. D'accord, et on fait OK. Et voilà. Donc ça, ce qu'on a créé là, ça s'appelle un motif. Le motif nous sert à répéter une opération, donc les trous dans notre cas de figure, mais un motif nous sert aussi beaucoup pour la visserie, pour réintégrer toutes les vis. C'est-à-dire que vous mettez la vis une fois dans un des trous, vous positionnez tout bien, vous mettez les contraintes, et en utilisant le motif, vous êtes capable de faire votre truc. Voilà, donc maintenant on va faire le trou de l'autre côté, c'est pareil, on va avoir quelque chose de déconnant. Donc on recrée le trou directement qu'on a ici. Hop. Donc pour créer le trou, tiens, tricher un peu. Ça du coup, maintenant qu'on s'en est servi pour faire l'opération, il est passé en grisé, il est devenu caché. Nous on va le décacher, clic droit, on décache comme ça on voit les points, et on va recréer les trous. Trou, point, blanc. Hop là. Alors maintenant, pour ce trou-là, qu'est-ce qu'on peut voir sur la datasheet? Il n'est pas lamé, il n'est pas chanfreiné, il est simple. C'est normal. Maintenant, dans extension ici, on va mettre la valeur du paramètre nommé S1. Ok, on peut voir en termes de profondeur que c'est la valeur L1. Donc là, on ne va pas jusqu'au dernier, on fait un trou borne, profondeur, éditer formule, nommé L1. On n'est pas trop mal. Et maintenant, on fait la même chose que tout à l'heure. Répétition personnalisée. Position. Les positions de cette esquisse-là. Le composant à copier. On veut le deuxième trou. Et voilà, on est pas mal. Alors pareil que tout à l'heure, on va rééditer l'esquisse vite fait ici pour que ce soit plus beau. C'est vraiment de l'esthétisme. Mais là, bon, c'est pas beau. C'est pas beau. Ça sert à rien de le faire. On peut voir que c'est ce paramètre-là qu'il faut changer. De 2 mm.
C'est de la triche totalement. Mais faute de mieux, n'étant pas capable de mesurer ce composant-là parce que je l'ai pas, plutôt parce que la vidéo serait plus compliquée à faire, on fait comme ça. Ok, donc là on a tout. On a nos trous ici, nos trous ici, sont bien positionnés sur la datasheet au top. Au top, voilà, donc pour cette partie-là. Aussi, tiens, chose que j'aurais dû pas parler plus particulièrement. Si vous êtes étudiant et que vous êtes dans le milieu universitaire en ce moment même en train de faire le TP, il y a de grandes chances que le réseau plante. Donc ce que je vous invite à faire assez rapidement, c'est des CTRL S pour sauvegarder votre travail. Donc, moi, je le fais un peu comme un maniaco-dépressif, tous les 5 minutes, mais au moins quand ça plante, je suis bien content d'avoir fait. Donc là, on a notre composant qui est bien fait. En soi, moi, si j'avais besoin de ce composant-là, je pourrais directement l'intégrer dans ma CO. Maintenant, on va créer directement la table de paramétrage. Donc, on a fait le plus dur, on a fait la CO, maintenant il n'y a plus qu'à faire de la saisie. Et voilà. Donc, on table en bas, table de paramétrage. On crée une table de paramétrage à partir des paramètres du modèle courant. On fait OK. Ici, on nous propose de sélectionner un paquet de choses. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est afficher les paramètres renommés. On va tous les sélectionner. Donc, on clique sur celui du haut, on descend jusqu'en bas, on appuie sur Shift, juste au-dessus du bouton contrôle. On clique sur le composant qui est en bas et on les passe tous de l'autre côté. Et voilà. Design Table, j'en crée un peu à l'appel. Donc, je lui donne un autre nom. Je sauvegarde éventuellement dans le même endroit où j'ai enregistré mon 4part. Voilà tous les paramètres, à quoi ça va ressembler. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va dupliquer les données dans le modèle CAO pour pouvoir se défaire en fait de la table de paramétrage. Là, dans la foulée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la table. Et maintenant, la partie excessivement relou de ce TP-là, c'est de faire la saisie qu'il y a juste sur la droite. Donc, merde, voilà, mauvaise pioche. Donc là, maintenant, faut se cogner toute la saisie. Moi, je vais pas faire la saisie de tous ces composants-là. Juste pour la démo qui est là, je vais rajouter allez, les deux composants qui suivent pour la forme. Le 8UU, pas grand-chose. Le 8UU et le 10UU, je ferai la saisie par la suite de tous les composants. D'accord. Donc ici, on fait la saisie. 6, 6, 8. C'est pour ça qu'on a commencé par le premier composant, c'est parce qu'en termes de saisie, c'était plus simple. Ok. Moi, je suis pas le champion de la saisie. Donc, on va faire comme ça. On va les faire en ligne. 17, 34, 30, 22, 18, 24. Déjà là, premier élément qui est sympa à remarquer, c'est qu'on constate que les valeurs que je suis en train de rentrer, c'est pas forcément les mêmes que celles qu'il y a dans le tableau. C'est-à-dire là, je viens de faire E17, W34, L30, F22. Donc voilà, là j'ai un glissement. Qu'il y a une erreur de saisie de ma... Non. L30, F22. Non, j'étais bon en fait. Ok, je croyais que je m'étais planté. J'ai 18. P24. C'est bien le C qui est là. C18, K5. S1. 4. C'était 3.4. L1, 8. D, ici on est sur un 8, donc là c'est pas dans le tableau, c'est ce qu'on a saisi tout à l'heure. Ok, ça c'est fait. On passe à l'autre directement ici. Donc E, 20, 40, 35, 26, 21. Là j'ai fait une connerie. Voilà, G c'était 21, non, B 28. 21, 6, 5, 4.3, 12. Ici on est en 10. Ok. Voilà, la table est saisie. Je ferme tout. Et ici ce qui se passe, on voit que ça mouline. C'est bien de mettre à jour la table de paramétrage. Le fichier de la table de paramétrage a été modifié, cette table a été synchronisée. Formidable. Appliquer. Ok, super. Et maintenant, pour être capable de changer le modèle qui est là, on va dans table de paramétrage, on double-clique sur table de paramétrage, on ouvre le menu table de paramétrage, on double-clique sur configuration, on clique à droite, et ici, si jamais on veut changer le modèle, pour passer du SCS6UU au 10UU, on double-clique,
ça devient rouge parce que ça va se modifier. On fait OK. Et là, on vient de changer du coup la valeur du paramètre. Dans la foulée ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce composant là dans un catalogue. Donc moi j'ai déjà un catalogue, mais dans votre cas de figure à vous, je vous invite à faire fichier, enfin démarrer. Ça doit être infrastructure, catalogue editor. Ici vous enregistrez votre catalogue, d'accord. Vous le mettez où vous voulez, je m'en moque un petit peu. Une fois que ça c'est fait, vous faites ajouter une famille de pièces. Vous donnez le nom. SCS. Vous sélectionnez votre document. Une fois que c'est fait, vous faites OK et ça apparaît ici. Donc si vous aviez fait la saisie de tout le tableau, vous en auriez eu plus. Et maintenant l'intérêt, je vais sauvegarder quand même ce truc là. Catalogue 1, démo. Oui, blablabla. C'est important d'enregistrer le catalogue, sinon vous ne pourrez pas le faire. Si jamais je vais dans Assembly Design, donc j'ouvre une nouvelle fenêtre, je vais dans Outils, je vais dans Catalogue de composants, je vais sélectionner le catalogue qu'on vient de créer. On a les paliers douille, donc c'est important de cliquer, je refais la démo, c'est important de cliquer dans cette fenêtre là et pas ici. Si je clique ici, il ne se passe rien, alors que si je clique ici, si je double-clique ici, plutôt il se passe des choses. Donc ici je vais intégrer un SS, pas de table de paramètres avec la colonne part number. Haha, le premier problème. Donc on retourne dans le modèle. C'est un truc qui m'arrive de temps en temps, fichier ouvrir. Ce truc là. Ah, l'erreur qui vient de se produire, c'est que j'ai pas sauvegardé le fichier avec la table de paramétrage. Donc on recommence. Bah, c'est bien que vous voyez le problème parce que ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver aussi, tac. Sauf que si ça vous arrive en dehors du tuto, vous ne saurez pas forcément quoi faire. On en crée une autre, la 5, formidable. De toute façon, une fois que les données seront copiées dans le modèle CAO, j'aurai plus besoin de la table de paramétrage, donc je pourrai la supprimer. Là j'ai tout. Par contre, on peut constater qu'il faut se recogner la saisie. Donc je vais vous montrer une autre méthode qui est intéressante. On crée la table de paramétrage. On crée une table de paramétrage à partir d'un fichier existant. On a déjà créé le fichier tout à l'heure, la 4. La saisie est déjà faite, vous voyez, formidable. On fait OK. Voulez-vous associer automatiquement les colonnes? On fait oui. Il n'existe pas d'association entre les paramètres. On va dans association. On prend tous les trucs. Le type du paramètre n'est pas compatible avec celui de la colonne. Il va me faire chier. Hop, paramètre nommé. Ce qu'on veut faire ici, en fait, à chaque fois, c'est sélectionner le paramètre et faire associer. Créer des paramètres. OK. Tout est là. Appliquer OK. On refait un test. Il n'y a rien qui bouge. C'est pas bon. Je vais devoir casser des trucs au montage. On recommence. Table de paramétrage. Créer une table de paramétrage à partir d'un fichier existant. Design table 4. Voulez-vous automatiser les colonnes de la table et les paramètres du modèle qui ont le même nom? Oui, ça c'est important. Là on a tout. Non, je suis pas assez bon pour savoir pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas, mais là dans ce cas de figure là, ça va me suffire. Appliquer. OK. Pour éditer. On ne peut pas éditer la table de paramétrage si on veut changer la configuration. Si je clique là-dessus, je fais OK, c'est bon. OK, super. Et maintenant, on sauvegarde, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Super. Maintenant, on a ce truc-là. On a le catalogue. Le truc a été intégré dedans, c'est bon. Ce qu'on fait, si on va vérifier qu'on peut bien se servir donc du composant qu'on vient de créer, ou plutôt des composants qu'on vient de créer. Donc on va dans le catalogue de composants.
vous tout à l'heure, on aurait pu avoir ça. Donc on double-clique là-dessus. Je clique là, mon paramètre arrive. Directement ici, on va le décaler. Je vais faire OK. Je vais tous les faire d'un coup, en fait, ça va être plus simple. J'ai mis le premier, j'ai mis le deuxième, je mets le troisième. Et maintenant que j'ai intégré les trois, je vais les décaler. Donc là, tout à l'heure, ça a foiré. Je prends, je décale dessus. Quand ça devient vert, ça veut dire qu'on peut les décaler. Et voilà. On a bien nos trois paliers SCS 6, 8 et 10 UU qui ont fonctionné. Voilà, c'est à peu près tout. N'oubliez pas de sauvegarder le catalogue, de sauvegarder les différents composants et ça fera le boulot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai peut-être, je pense que je vais la mettre en ligne directement sans reprise. C'est pas parfait, c'est sûr, mais bon, quand je fais des CAO, c'est pas parfait non plus. Et ce sera tout. Au revoir.